compris, il a fait une petite étude de marché, il est venu avec le numéro de 80 tonnes par hectare, il a un hectare, et le prix de chaque kilo serait 5 demi-dollars. Donc, au fait, il prévoit qu'à la fin de la saison, il aurait 40 000 dollars. Ça, c'est le revenu. Maintenant, point de vue dépenses, il devrait avoir 9 200 plantules pour repiquer. Et chaque plantule coûte un quart de dollar, donc 2300 dollars. Il doit avoir des machines pour travailler chez lui, ce qui va lui coûter 2700 dollars. Il va utiliser l'eau qui vont lui coûter 1000 dollars. Il aura des dépenses sur les fertilisants, sur le pesticide, et pour encore 2100 et 2900. Et il aurait aussi des salaires sur les ouvriers. Il aura 60 ouvriers, journées d'ouvriers, et 60 jours de 40 dollars par jour. On parle ici d'ouvriers, pas pour la récolte, pour tout le reste. Et maintenant, il ajoute de l'assurance, 200 dollars, et il faut aussi à ces 13 600 dollars dépenses, il faut aussi ajouter les dépenses pour l'intérêt. Quel intérêt? L'intérêt pour rouler tout ça, ça s'appelle fonds de roulement. Il devrait avoir au fait, parce qu'il aura 16 000 dollars de dépenses pour la récolte, il aura 80 tonnes de récolte et il aura un prix de 200 dollars en moyenne par tonne, donc 16 000 dollars encore. Donc, la récolte, ces dépenses seront et 30 000 dollars, 144. Ça, c'est toutes ces dépenses. Maintenant, lui, il pense qu'il aurait 40 000. Donc, la différence, c'est presque 10 000. C'est 900, 856, c'est le revenu A. Donc, sa marge, c'est 10 000. Maintenant, de cette marge 10 000, et le propriétaire voudrait avoir dans sa poche 4 000. Donc, il lui reste encore pour payer le crédit, mais pas le fonds de roulement, payer le capital. Et encore, et après payer les tasks, une minute, et encore après payer son dette, et il devrait ajouter 3 000 et 3 310 dollars, et ce dollars sont au fait et calculés d'une autre façon, je vais vous montrer tout à l'heure, et il lui reste le profit net 2 546 dollars. Ça, c'est le compte de l'investissement pour cet hectare. Donc, 40 000 et excusez-moi, il a investi 30 000 et il a reçu 2500 après tout. Maintenant, je veux regarder ici pour vous montrer le calcul des dépenses de l'investissement. Si on regarde les 33 000 dollars de la serre, et cette serre-là va être payée avec un prêt de 7%, 7% annuel. Donc, au fait, si je divise la serre en 15 années, ce qui est le compte, chaque année, je devrais donner à la banque, rembourser à la banque 2200 dollars. Mais ici, j'ai écrit 2970. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt. Et l'intérêt est 7% par année. Et maintenant, comment je suis arrivé à cette somme? J'ai une petite calculatrice et je calculais il y a une application dans le cellulaire et je l'ai faite. La somme est 33 000 dollars. La période, c'est 15 années. L'intérêt, c'est 7%. Et j'accumule tous les paiements de chaque mois. Et ça, 12 fois, ça arrive à cette somme-là de 2960 pour la serre. Je fais la même chose pour le 2000 d'irrigation. Là-bas, la période de remboursement est sur 6 ans.
et il y a le même intérêt et ça coûte 340 dollars par année. Et alors, je fais la somme de ces deux-là et les dépenses de l'investissement sont 3310. On ne va pas rentrer dans les détails et comment on fait ce genre de calcul parce que c'est trop vraiment, c'est trop compliqué. On va passer maintenant à la session 2. Maintenant, un plan d'affaires ordinaire, qu'est-ce qu'il contient? Et un plan d'affaires bancable ordinaire, il a beaucoup de paragraphes. Premièrement, il a la vision de l'entrepreneur, il y a une étude de marché qui contient beaucoup de choses, il y a la question, quelle est l'occasion à ce marché? Il y a l'identification des barrières et de la concurrence, il y a des forces et faiblesses, c'est assez, ça parle dans la langue de business management, et au fait, c'est pas tellement accessible aux entrepreneurs, tous les entrepreneurs. Un plan financier, par exemple, c'est une chose assez compliquée. On va parler de ça et la troisième session, mais je voudrais aujourd'hui voir qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas un plan d'affaires ordinaire. Alors, quand vraiment il faut un plan d'affaires, si on veut faire une nouvelle entreprise, il faut faire un plan, c'est un plan de travail. C'est l'optimum. Mais quand on veut, par exemple, élargir l'activité de votre entreprise, il faut faire un plan d'affaires. Comment je veux l'élargir? Maintenant, quand l'entreprise passe un processus de réorganisation ou innovation, c'est aussi le temps de faire un plan d'affaires. Justement sur cette innovation ou cette réorganisation. Si on veut aller à la banque pour avoir de l'argent, alors aussi, ou enrôler un investisseur ou un partenaire, lui, il doit savoir, pour donner de l'argent, il doit savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent. Et alors, si tu veux la vendre ou l'acheter, en tant qu'achetant, tu ne vas pas acheter une chose sans un plan d'affaires. Hein? Alors, mais l'environnement de notre entrepreneur agricole est un peu différent. Premièrement, on présume qu'il a déjà une certaine expérience agricole. Et ses moyens financiers sont limités. Il n'a pas $1 million, il a un demi-million de dollars. Et dans le cadre d'une petite entreprise, il est possible de raccourcir ce chemin. Et ce n'est pas évident que le chemin sera aller à la banque. Maintenant, une minute, il y a ici tout le temps ça. Et il est possible d'avoir aussi l'aide de la famille pour les travaux agricoles, c'est très commun. Et si on n'a pas beaucoup de possibilités, on peut aussi diminuer la production du premier cycle, qui peut être plus modeste et donc moins coûteux. Ça, c'est l'environnement de notre entrepreneur agricole. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? Ça veut dire qu'il faut un plan d'action. Un plan d'action, c'est un peu différent d'un plan d'affaires. Un plan d'action, vous vous rappelez, je vous ai dit, torpille, tête de fer. Eh bien, si on n'a pas l'argent, vous savez, beaucoup de fois, en Mali, je l'ai vu, en Burkina Faso, au Sénégal, Côte d'Ivoire, quand il y a un entrepreneur agricole et il veut avoir de l'argent de la banque donne une condition, donnez-nous un plan d'affaires bancable. Et alors, si on va à un cabinet d'affaires qui va nous planifier tout ça, il va prendre entre 20 et 30% de l'argent que moi, je voudrais avoir de la banque pour pouvoir développer mon affaire. Alors, on peut faire un plan d'action. Il va contenir, au lieu de la vision de l'entrepreneur, comme dans un plan d'affaires, il va faire l'image de votre entreprise dans un an. Écrivez dans 2-3 phrases quelle est l'image de votre entreprise. Au lieu de faire toute une étude de marché,
il faut écrire les prix de vos produits agricoles et leur quantité dans le marché local. Et il faut savoir qui sont ses clients. Et toutes les questions qui sont en botte, qui sont en plus noir, et ce sont en fait les raccourcis de ce qu'on aurait mis dans un plan d'affaires. Et pour nous, c'est très important parce que l'entrepreneur doit avoir un plan dans sa tête. Et alors, il doit l'écrire. Ça prendra 1 page, 2 pages, mais il doit l'écrire. Il doit écrire quelles difficultés il va prévoir à la vente. Et il faut penser. Quand il aura une difficulté à écouler la marchandise, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit donner la réponse sur quel est son avantage en tant que producteur agricole. Et peut-être, il est le seul dans l'environnement. S'il est le seul dans son petit village, hameau, dans son petit hameau, eh bien, il a un avantage. Au lieu que toutes les familles autour vont aller 3 km en chaque direction à acheter des tomates, ils vont acheter des tomates chez lui, à 50 mètres. C'est un très grand avantage. De même, au lieu de donner la réponse, quelle est l'approche marketing ou quelle est la stratégie des prix, il faut donner la réponse à faire une liste des clients que tu connais, qui tu crois qui vont acheter chez toi, fidèles, ou bien qui sont engagés. Par exemple, tu as un petit accord avec le supermarché à côté, où tu sais que tu as une très grande famille, tous ils vont acheter chez toi. Le plan financier, on ne peut pas le faire dans un plan d'action, mais on peut donner des réponses. Après combien de mois vous allez avoir un revenu? Il faut l'écrire. Et quelle est la somme que vous pensez que vous aurez comme revenu? Et il faut par exemple, dire comment vous allez payer les dépenses, les intrants, les main-d'œuvre pendant tous ces mois jusqu'à ce que tu auras les revenus. C'est très important de savoir ça. Et moi, je crois qu'un entrepreneur qui a un peu d'expérience, qui a été dans l'affaire, il sait plus ou moins les réponses à ça, et c'est très important d'avancer de cette façon. Maintenant, on revient à la dame qu'on a vue la première session, l'agronome du Niger. Eh bien, il y a ici un petit intrant, c'est la plantule. Il y a ici un autre intrant, c'est au fait équipement. C'est ce que M. Babacar a fait il a payé ça en 6 ans. Ça veut dire au fait, quand on se paye un système d'irrigation, il faut compter qu'il va durer plusieurs cycles. Et maintenant, on va parler plutôt ici sur cet agronome, sur le main-d'œuvre, et on ne va pas parler des finances ici cette fois-ci. Et ça aussi, ces équipements, c'est comme la serre de M. Babacar. Eh bien, ça aussi, c'est un investissement. Il faut du capital pour pouvoir l'investir. C'est aussi matériel pour pouvoir irriguer. Mais en tout cas, il faut le planifier pour une vingtaine d'années. Bon, alors, on va parler de la planification de la production. La planification concerne plusieurs ressources, au fait 3 ressources principalement, et des ressources humaines, la main-d'œuvre, de ça on va parler aujourd'hui. Et il y a les matériels, l'équipement. On ne va pas trop parler des équipements, on assume qu'on va les recevoir à temps. Et les finances aussi, c'est dans la session dans une semaine. Maintenant, à chaque type de ressources correspond une planification avec ses outils à elle. Par exemple, quand on veut planifier les finances, il y a des comptables. Ils ont leur ordinateur, ils ont leur méthode à calculer, ils vont savoir, et ils savent faire le compte de l'exploitation, ils savent faire leur seuil de rentabilité, ils savent produire, par exemple, le flux des trésoreries.
nous, on ne va pas plonger dans les finances aussi profondément. Aujourd'hui, on va parler seulement comment on planifie la ressource humaine, l'optique agronome. Mais avant tout, les délais de production sont précisés pour servir d'indicateur au planificateur. Le planificateur, en fait, il doit savoir de quoi il commence et qu'est-ce que est la chose la plus importante pour commencer à planifier la main-d'œuvre, son travail. Et on sait très bien que time is money et le timing, c'est la chose qui influe le plus sur la rentabilité de l'entreprise, surtout agricole. Et au fait, nos décisions sont dictées par l'argent. Et l'argent, le temps, c'est l'argent. Et si on fait un processus de planning, il faut décider tout le temps. Alors, il faut tout le temps loucher vers le marché. Ou comme j'ai écrit, le marché va donc dicter les quantités et le calendrier de la production. Alors, je vais parler maintenant de ce que c'est le calendrier de la production. Mais avant d'y plonger dans les priorités de la production, je veux revoir les hypothèses sur le début du processus de la planification. Premièrement, l'hypothèse, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà décidé quelle culture vous avez. Et quelle culture ou quel élevage? La deuxième chose, c'est je sais que l'entrepreneur, il a beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'informations, et je veux prendre et lui utiliser ça, c'est très important. Je sais que pour l'équipement, il va s'arranger et je ne veux pas entrer dans ces détails. Et je présume que cet équipement, par exemple goutte à goutte, ou par exemple le récipient, ou l'abreuvoir chez les poussins, etc., ça sera installé à temps, la provende, etc. Et la quatrième hypothèse que je fais pour l'analyse des priorités que vous allez voir tout à l'heure, c'est que l'entrepreneur pense qu'il a assez d'argent. Et s'il n'a pas assez d'argent, il ira chez l'oncle Maurice, et l'oncle Maurice va lui donner quelque chose, ou à la banque, ou on va prendre soin de ça plus tard. Et est-ce qu'il y a des questions? Jusque-là, vous pouvez lever la main ou écrire votre question. Je serais ravi de répondre jusque-là parce que peut-être j'ai couru un peu trop vite. Bon, et bon, alors les priorités au processus de la planification de production. Premièrement, la longueur du cycle de production et ses quantités. Si j'ai 1 hectare, c'est complètement différent de si j'ai 100 hectares ou j'ai 1000 mètres carrés. C'est complètement différent parce que j'aurai beaucoup plus de travail et je devrais aussi, pour ce point de vue planification, planifier comment je fais couler toute cette marchandise. 80 tonnes, c'est pas comme 8 tonnes, c'est complètement différent. Alors, et aussi, la laitue, c'est seulement 1 mois, mais la tomate, c'est 8 mois. Alors, quand on fait la planification, il faut avoir la longueur du cycle et la grandeur de la parcelle ou du cheptel. La deuxième priorité, c'est le calendrier de travail. Le calendrier de travail, c'est le mot professionnel pour dire la liste des travaux, des différents travaux au long du cycle de production. Si tu es un éleveur, alors tu dois avoir, et si tu as un poulailler, il faut une liste de travaux qui sont complètement différents
des travaux, par exemple, d'un agriculteur qui fait de la culture maraîchère avec la laitue, par exemple. C'est complètement différent. Et alors, il faut faire la liste de travail. Je parle maintenant théoriquement. Tout à l'heure, on va y rentrer et je vais vous montrer beaucoup d'exemples. Au fait, nous sommes centrés en ça dans la prochaine demi-heure. Maintenant, du calendrier de travail, de la liste des travaux, on déduit combien de journées de travail on a besoin. Et c'est sûr que si qu'on a besoin de beaucoup plus de journées de travail, et si on a un hectare, si on a 100 mètres carrés. Et d'ailleurs, j'ai besoin, si j'ai des poussins, j'ai besoin du vétérinaire parfois. Et je ne sais pas combien de fois, mais très peu de journées, mais des ouvriers pour la nourriture, pour faire la provence, ou pour récolter, disons, les poules et pour l'abattage, j'ai besoin de beaucoup d'ouvriers. Alors, il y a des différents travaux à lister. Il faut après analyser les jours ouvrables. Dimanche, on ne travaille pas, par exemple. S'il y a la pluie, on ne travaille pas. Et alors, moi, j'étais en Afrique, alors quand il y a quelqu'un est décédé, on ne travaille pas toute la journée. Il faut essayer de planifier. Et les statistiques nous aident à faire ça. Après qu'on a combien de journées de travail on a besoin pour cette spéculation et à quelle date exactement je peux le placer dans les mois qui sont pertinents, je ventile, j'étale les journées de travail pour mon entreprise sur l'époque et sur les mois et pertinents sur le calendrier. Alors ça, c'est les 5 choses qu'il faut faire pour vraiment planifier le travail. Cet exemple, par exemple, c'est l'exemple de la longueur du cycle de la production et ses quantités. Ça, c'est le cas de la laitue. Si j'ai 1000 mètres de laitue, j'ai premièrement en Afrique, avec le soleil et un bon variété de laitue, en 4 semaines, elle doit être grande assez. Si je la répique à 7 jours comme ça, elle est grande, elle est belle. Alors, le repiquage sera en jaune, la récolte en vert, en rouge, et j'ai coupé, j'ai divisé ma parcelle en 4 petites parcelles de 250 mètres carrés chacune. En tout, ça fait 1000 mètres carrés. Et maintenant, pourquoi je le fais? Parce qu'au fait, je voudrais chaque semaine vendre de la laitue. J'ai par exemple signé un contrat avec un supermarché que moi je serais le seul à lui donner, ou un des seuls à lui donner une quantité de laitue chaque jour. Alors il faut que je planifie que chaque semaine, je repique. Alors je vais repiquer le 1er janvier et je vais finir la récolte parce que la récolte commence les 4 derniers jours du mois, des 4 semaines. Je vais finir le 29. Et 8 jours après, une semaine après, je vais repiquer et cette petite parcelle va me donner la récolte une semaine après. Et encore la 3e semaine, je vais commencer le 15e janvier et je vais finir le 12 février. Et le 22 janvier, je ferai mon dernier repiquage sur ce cycle et je vais finir, toute la parcelle va être avec de la laitue. Et au fait, je vais faire un 2e cycle pour la première petite parcelle. Et si la première a fini le 29, elle va recommencer le 29 et le 29 son 2e cycle. Et la 2e
parcelle, petite parcelle, celle qui est en rouge, va finir le 5 février et elle va commencer le 5 février et son deuxième cycle, et ainsi de suite. Mais au fait, j'ai vu ici que je commençais à planifier et le deuxième cycle sur la même petite parcelle le même jour que je finis. Et au fait, c'est vrai que la récolte a été pendant 3 jours et le 29, il reste très peu. Mais quand même, il faut préparer le sol, il faut fertiliser. Et alors, il faut enlever l'irrigation, préparer le sol et mettre le compost, peut-être pulvériser. Après, remettre l'irrigation, ça va prendre une semaine plus ou moins. Alors, au fait, j'ai fait une gaffe ici. J'aurais pas dû le faire exactement la même date. Et alors, je vais pousser le deuxième cycle, je vais le pousser d'un mois et je vais gagner encore une semaine, comme vous voyez ici. Et vous voyez ici vous voyez ici j'ai gagné une semaine. Vous voyez, c'est une semaine. Et une minute, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, vous voyez que j'ai poussé toute la deuxième truc. Tu parles de Nicolas, c'est mon frère. Bon, eh bien, on va peut-être passer à voir un autre exemple de planification qui va mettre dedans cette considération. On va prendre par exemple on va voir la planification d'une production d'un poulailler de chair vis-à-vis au marché. Là-bas aussi, la première chose qui dicte tout le planning, c'est le fait que je voudrais être présent sur le marché. Si je ne suis pas présent, alors c'est mon compétiteur qui vend. Et le supermarché ne va pas m'attendre. Les gens qui veulent le poulet, ils le veulent maintenant. Donc, moi, je dois pouvoir fournir au supermarché ou dans mon magasin tout le temps de poulet. Alors, qu'est-ce que je fais? Et le poulet, ça lui prend 7 semaines à grandir de poussin de 1 ou 3 ou 1 jour jusqu'à un poulet de 1,5 kg et 2,5 kg, excusez-moi, 2,5 kg. Et alors, ça lui prend 7 semaines. Mais le cycle va être allongé de 2 semaines encore parce que c'est 2 semaines de vide sanitaire. Et alors, ici, j'ai déjà ajouté le vide sanitaire. Dans cette période de 2 semaines de vide sanitaire, qu'est-ce qu'on fait? On enlève toute la fiente, on nettoie, on désinfecte, on pulvérise contre tous les microbes et on l'expose au soleil et au fait, on met de la nouvelle litière, on ordonne de la provende, on nettoie tout et après 2 semaines, tous les vétérinaires disent c'est sûr que c'est bien préparé, il n'y aura pas un problème de contagieux d'anciens cheptels qui avaient 2 mois pour développer des microbes et les petits poussins qui vont venir et qui vont peut-être attraper des maladies. Alors, 2 semaines de vide, c'est très important. Et si j'ajoute encore les 3 autres, le deuxième cycle, on voit que le cycle ici peut vraiment, quand le vide finit, dans le vide là, j'ai tout préparé et je peux le 5 mars vraiment, après que j'ai de ces comment de ce poulailler, le poulailler qui a envoyé ses poules de chair à l'abattage le 18 février, le 18 février, il a envoyé, il a attendu 2 semaines et le 5 mars, il reçoit les poussins qui vont être vendus à l'abattage le 22 avril. Maintenant, de même le deuxième poulailler et le troisième poulailler aussi,
etc., etc. Ça, vraiment, c'est un cycle qui va nous faire être prêt, va faire l'entrepreneur présent au marché et tout le temps. Et ça, c'est très important. Après qu'on a compris cette diktat du marché, on va essayer d'avancer dans l'expérience de la planification. Bon. Eh bien, l'expérience nous dit qu'il faut aussi planifier la production de façon à avoir des produits sur le marché tout le temps. Ça, en fait, c'est le premier diktat. Le deuxième, c'est l'utilisation de ce tableau vis-à-vis une meilleure valorisation du travail. Ça veut dire, en effet, la ventilation du calendrier de travail offre à l'entrepreneur la possibilité de faire une allocation optimale de la main-d'œuvre. Ça veut dire, si on y pense en avance, on peut prévoir des problèmes que le matin tôt, quand on arrive et il y a ce problème-là, ça sera beaucoup plus dur de prendre soin de ce problème. Je vais vous donner des exemples. Et si au cours d'un mois, le besoin en main-d'œuvre est dessous la disponibilité et que le mois suivant s'est renversé et le besoin est plus important que la disponibilité, il faut revoir l'organisation du travail afin d'équilibrer l'utilisation de la main-d'œuvre. Moi, j'ai connu un fermier qui, au fait, il a mis 5 genres d'agrumes pour pouvoir utiliser beaucoup de mois et les mêmes ouvriers et leur donner du travail. Et comme ça, il était sur le marché beaucoup plus. Et ça, du côté du produit, il était beaucoup plus efficace avec son équipe. Et il étalait, il ventilait le travail ces ouvriers sur une période de 5 mois, prendre soin de différentes genres et variétés d'agrumes. L'un est précoce, l'autre est actif. On va remarquer aussi quelques remarques professionnelles et disons agronomes. Le tableau propose une mise en place de toutes les semaines. Ainsi, la première mise en place qui a lieu le 1er janvier et la deuxième mise en place, c'est le 8 janvier et dans un autre bâtiment, respectant la distance requise pour la biosécurité. Au fait, ces poulaillers doivent être distantes de 50 mètres pour la biosécurité. Et la première bande sera en termes le 18 février et la deuxième bande, le deuxième cheptel, le 25 février. Et chaque semaine, les poulets seront donc livrés au marché. Et une fois les activités lancées, les données relatives à la mise en œuvre de ces différentes planifications doivent être consignées dans les registres appropriés. Il est très important de tout écrire, de tout documenter, parce que dans quelques mois, dans quelques semaines, on va oublier les petits détails. Et quand on fait un business, les petits détails sont les choses les plus importantes. Parce qu'on veut s'améliorer tout le temps. On va oublier pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ça, et on ne va pas devenir de plus en plus efficace si on ne va pas vraiment enregistrer toutes les choses. Alors, je veux reprendre. Les priorités au processus de la planification sont premièrement la longueur du cycle, comme vous avez vu chez la laitue, ou vous avez vu chez le poulet de chair. La longueur du cycle et ces quantités, ce sont les choses qui dictent le début de la planification. Après, on passe
on fait le calendrier du travail et on voit vraiment quel genre de travaux j'ai besoin durant et au long du cycle. La troisième chose, c'est de traduire le calendrier de travail, cette liste de travaux, à des journées de travail. Et à chaque journée de travail, avec une autre expertise, on paye aussi. On a besoin de différents travaux avec des différents prix. Alors, il faut faire la liste des journées de travail, les journées de travail correspondent à la grandeur de votre opération. Après, on analyse les jours ouvrables, parce qu'on ne peut pas tout le temps travailler, et on met la liste des journées de travail sur la période pertinente. Si c'est le maïs, alors ce sera quand il fait chaud, et si c'est un autre, si ce sera le chou peut être aussi repiqué à l'hiver, par exemple. Bon, eh bien, ça c'est un exemple de calendrier de travail pour 1 hectare de maïs. Alors, vous voyez ici qu'il y a des travaux à effectuer. Il y a le défrichement, il y a le semis. On ne repique pas ici. Le maïs, on ne le repique pas. On le sème. Il y a le démariage, il y a le sarclage, il y a la récolte, il y a l'engrenage. Il y a des différents travaux. Et peut-être il y a d'autres. Il faut peut-être un spécialiste qui va travailler avec la charrue. Peut-être il y aura un spécialiste qui va venir voir et faire pulvériser, par exemple, parce qu'il y aura un peste, etc. Si je regarde un autre genre un élevage, un autre genre d'entreprise agricole, eh bien, dans cette entreprise agricole, et ça c'est un poulailler, alors au début, il y a la mise en litière de la provende et de l'équipement. Au fait, ils ont mis les 2 semaines de vide avant tout le cycle. Et c'est vrai, on peut le mettre avant ou après, parce qu'on prépare. Il y a la réception des poussins. C'est toute une expertise, c'est très, très... il y a beaucoup de pression autour de la réception des poussins. Après, il y a les soins de premier jour. Ils ont une provende spéciale. Il faut vraiment avoir beaucoup de soins les premières semaines. Après, on commence à alimenter les poulets. Ils grandissent, et il faut entretenir le poulailler, la provende, l'eau, l'abreuvoir. Il y a parfois, quand il est trop chaud et trop froid, il faut chauffer aussi, et surtout quand les poussins sont petits. Et il y a la vente de poulets, la vente à l'abattoir. Alors ça, ce sont les différents travaux, et il faut des différents... La vente de poulet, par exemple, c'est un grand travail, il faut quelques personnes pour le faire. Après avoir fait ça, on prend le calendrier, on prend toute l'année, ou toute la partie pertinente de la période de cette culture ou de l'élevage, et on analyse le calendrier selon le nombre de jours ouvrables. Ça, c'est un exemple de jours ouvrables dans l'année. Donc, en janvier, par exemple, il y a 31 jours. Je vais voir si je peux avoir il y a 31 jours, duquel il y a 6 dimanches et jours fériés à janvier. Il y a veille de jours fériés, il y a 2,5 jours fériés. Il y a congé et maladie. Ça, c'est la statistique, la maladie. Et congé aussi, c'est... Mais les gens ont l'habitude de prendre en moyenne 2,5 et congé et être malade. Il n'y a pas de journée de pluie. Je ne sais pas à quel pays ce tableau a été rempli. Mais dans ce pays-là, en janvier et en février, il n'y a pas de pluie. Et total jours non ouvrables, c'est 13. Il reste 18 jours ouvrables. D'ailleurs, ça change pas beaucoup. Mais par exemple, le septembre ici, il y a un jour ouvrable de plus. Mais le octobre seulement, il y a 15 jours ouvrables. Et en tout cas, si vous voyez le calcul ici, de toute l'année, de
65 jours, seulement 208 jours sont ouvrables. Et pour l'élevage et pour l'agriculture, c'est très important d'être sur le terrain et voir la vache, voir le poulet, voir le maïs. Vraiment, il faut planifier quand est-ce qu'on va travailler et quand est-ce qu'on ne va pas travailler. Alors, chacun va faire, chaque agriculteur ou éleveur doit savoir quel jour on travaille et quel jour on ne travaille pas pour planifier. Pour un éleveur, par exemple, pour un bouvier ou pour un éleveur de moutons, l'affaire de jour ouvrable est moins importante parce qu'il dépend moins de personnes. Mais quand il y a une opération qui dépend beaucoup des ouvriers, c'est très important de planifier le travail. Eh bien, après qu'on a fait ça, par exemple, si on regarde des semaines, parce que et ça dépend du cycle. Il y a des cycles qu'il faut compter les jours, il y a des cycles qu'il faut compter en semaines, et il y a des cycles qu'on compte en mois, des choses qui sont plus lentes. Par exemple, si on a une plantation, alors la plantation, elle dure toute l'année, pendant plusieurs années, et alors on compte les différents travaux par mois. Alors, on veut ventiler, on veut étaler les différents travaux, le calendrier agricole, sur le temps. Alors, et on va les ventiler, pas sur les jours qui ne sont pas ouvrables, mais sur les jours qui sont ouvrables. Bon, alors, votre devoir pour la troisième rencontre, la troisième session, seront comme ça. Vous allez écrire votre calendrier de travail de votre culture. On présume que vous avez déjà décidé quelle culture vous avez fait. Après, vous ajoutez la liste des journées de travail. Vous traduisez les différents travaux en liste de journées de travail, selon les dimensions de votre parcelle. Et après, on écrit les jours ouvrables, on met sur le calendrier les jours ouvrables et après, on ventile les journées de travail sur l'époque pertinente du calendrier. Je vous ai préparé un fichier Excel avec des tableaux. Il faut remplir les tableaux avec vos nombres pour votre pays, pour votre spéculation, pour votre élevage. Oui, chacun et sa condition à lui. Et je voudrais avoir ça jusqu'à le vendredi prochain. Et je vous remercie beaucoup. Mais si vous avez des questions, il est grand temps de me poser des questions. Vous pouvez lever la main. Tammy vous voit et va me dire, quoi, une minute. תשחררי לו, קופי אייננדו. אוקיי, אני תכף, כן. יש כאן בלקברי, unmute. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, depuis le lundi passé, on travaille sur une seule culture. On prend une seule culture, c'est sur une seule culture on travaille. Et si c'était deux cultures associées, comment on va faire les prévisions? Voilà ma question. Kofi, c'est une très bonne question. Et au fait, ça complique la question, ça complique la solution parce qu'au fait, il faut faire deux petits plans d'affaires et les mettre ensemble. Parce qu'une culture, une culture donne des sommes qui sont différentes de l'autre culture et c'est pas elle a besoin peut-être d'autres machines, elle a une autre époque. C'est très bien peut-être pour balancer l'occupation des ouvriers. C'est même intelligent. Mais le calcul est plus dur. Et alors, vraiment, il y a une ligne pour combien d'argent par
par mètre carré ou disons, par hectare, on a pour le maïs et une ligne, combien d'argent pour un hectare on a de la tomate. Et c'est différent. Et le tout vraiment fait le revenu total. Et ça, c'est un truc assez professionnel. Il faut un comptable. Je veux pas, je peux pas. Et d'ailleurs, dans le kibbutz, il y a une dizaine d'activités. Il y a une étable avec la culture maraîchère et avec des agrumes, etc. Et avec l'industrie. Et le tout, on le met tout ensemble et on voit combien, si on a gagné ou si on n'a pas gagné. D'ailleurs, quand on a beaucoup de choses, on diminue les risques parce qu'on ne met pas tous les œufs dans le même basket, dans le même panier. Et oui, le deuxième. Une autre question, s'il vous plaît. Non, c'est avant le point. À partir de cela, voilà, vous prenez à gauche. Voilà, vous prenez à gauche. Je vais vous parler. Alors, bonjour. Bonjour. Quelle est la question? La question, c'est de savoir, est-ce que la planification dont vous avez parlé là, pour les pays dont les aléas climatiques sont importantes, est-ce qu'on peut suivre à la lettre cette planification? Bien, cette planification est indiquée pour les pays qui cultivent sous serre. Je n'ai pas compris. Et cette planification va être pertinente à n'importe quelle condition climatique. Parce que s'il est très froid, etc., alors il y aura d'autres cultures qui vont être bonnes pour cette période. Et s'il fait très chaud et il y a beaucoup d'eau, alors il y a d'autres cultures. On sait qu'en Hollande, en Israël et au Togo, chacun selon le climat, on a des différentes cultures. Alors, j'ai bien compris la question? Ok, c'est bon comme ça? C'est bon. Ah, merci. Merci. Oui. Et s'il vous plaît, parlez. Ok, bon, merci. Moi, c'est par rapport en fait aux exercices, parce que depuis le premier jour, depuis le lundi passé, je n'ai pas intégré le groupe dans lequel on peut envoyer les exercices. Donc, moi-même, je n'ai pas pu envoyer pour moi. Et je voulais voir dans quelle mesure ça peut être résolu. Pour être sincère, j'ai rien compris. Vous pouvez écrire dans le chat. Vous avez un chat là-bas. Écrivez-nous Oui. et je vais vous répondre par écrit. D'accord. D'accord. Bien, je veux comprendre la question et je veux parce que votre microphone et votre audio n'est pas bon. On vous entend mal. Peut-être rapprocher de micro. Oui, encore une fois. Vous m'entendez maintenant? Oui, on Vous entend m'entendez mieux. maintenant? Oui. Voilà, en fait, je n'arrive pas, j'ai écrit dans le groupe là pour demander qu'on m'intègre dans le truc Classroom. Je n'ai pas compris. Alors, en fait, je n'arrive pas à envoyer, je n'ai pas pu envoyer mes exercices. Bon, et pour les problèmes des exercices, etc., toutes les réponses seront par écrit. En tout cas, je veux vous inviter. Vous êtes tous les bienvenus à ce stage. Même s'il y a un petit délai, vous pouvez toujours regarder et recevoir les links du YouTube et regarder de nouveau et même plusieurs fois les conférences. Et je vais accepter aussi les exercices de la semaine dernière. Le dernier tableau. Ok, le dernier tableau. On va voir le dernier tableau. Ce tableau? Ok, regarde, I'm muting all. Regarde. Yeah.
Non, ils ont coupé. Ce sont eux qui ont coupé. En Bel Air, ce n'était pas débrouillé. Les voix sont en train de causer. Si vous m'entendez, levez la main. Ok, Très bien. Bon, alors ça, c'est les deux tableaux de calendrier du travail. On va passer maintenant à la jour ouvrable. D'ailleurs, si je regarde ici, dans le même tableau du calendrier du travail, il y a les différents travaux. À côté, il y a une autre colonne que là-bas, on traduit ce travail spécifique en nombre de journées de travail selon la dimension de la parcelle. Parce qu'il faut beaucoup plus d'ouvriers pour des parcelles plus grandes. Alors ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est au fait jour ouvrable. Il faut savoir chaque date, est-ce qu'on peut travailler dans cette date? Ou est-ce qu'on travaille une demi-journée? Ou est-ce qu'on ne travaille pas? Maintenant, une partie de jours, il y a l'incertitude parce que les maladies et les congés, on ne peut pas savoir pour sûr s'il y aura, mais on a les statistiques. Non, je vois le tableau. Ah, le tableau? Pourquoi? Je sais pas. Vous voyez le tableau maintenant? Oh, très bien. Et alors, il faut chaque jour savoir combien. Ici, le jour est ouvrable et vous avez bien vu le compte. Ça, c'est l'exemple de journée ouvrable, mais dans un pays que je ne connais pas. Alors, chez vous, ça sera différent. Mais les deux premières colonnes seront exactement les mêmes. Janvier, toujours, il aura 31 jours, ainsi que décembre, dans n'importe quelle année. Normalement. Et après, il faut ventiler tout ça et étaler ça sur le calendrier, la période que vous voulez. Tout ça, c'est un grand travail, mais au fait, c'est l'essence du professionnalisme. C'est l'essence de la planification. En faisant une planification, on a décidé beaucoup de décisions qui, au fait, vont nous aider pendant le cycle. Et ça, c'est très important à comprendre. La prochaine session, la troisième, on va parler de l'économie et des finances un peu, pas trop, pas de mathématiques, pas trop de calcul d'intérêt, c'est compliqué, pour ça il y a l'ordinateur et les comptables. Et après, la quatrième session, on va parler des décisions qu'il faut prendre pendant tous ces cycles-là. Et on va prendre des décisions aussi. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais s'il y a une autre question, je serai ravi à répondre. Il faut revenir sur les charges liées à la récolte et à l'emballage de première exception. Je pense qu'on doit appliquer le taux d'intérêt. Une minute. Bon, eh bien, je viens de... Bon, alors, je voudrais revenir au début. Bon, regardez ici. L'intérêt que m'a été donné, l'intérêt était 7% pour le capital, pour des investissements sur le bâtiment
de la serre pour 15 ans et pour l'irrigation. Et un taux beaucoup plus élevé de 12% par année. Là-bas, chez M. Babacar, il y avait écrit 1% par mois. C'est 12 par année. C'est presque le double taux d'intérêt. Ça veut dire l'argent pour le fonds de roulement est beaucoup plus grand, mais le prêt va être fini. L'argent va être donné à la banque après 8 mois. Parce qu'après 8 mois, on va recevoir les 40 000 $ de revenus et il va nous rester. Donc, pendant les 8 mois, on commence déjà à donner et le capital à 7% annuellement et le fonds de roulement à 12% annuellement. On va rembourser et quand on va finir le cycle, après 1 an, il y aura un cycle comme ça de 8 mois chaque année et il y aura 4 mois qu'on va préparer, on va faire des choses et ce sera des mois vides. Donc, moi, j'ai pris toutes les charges du capital, je les ai étalées sur tous les mois. Même les mois qu'il n'y a pas de revenus. Parce que je présume ici, mon hypothèse est que M. Babacar n'a pas une autre occupation qui lui donne encore de l'argent les 4 mois qui restent de ces 8 mois de la tomate. Alors, tout ce que le calcul de l'investissement est un calcul annuel. Maintenant, vous voyez, ça a été calculé pour 12 et 7%, ça aussi pour 7%, mais ça, regardez, le fisc, il accepte l'amortissement de la serre sur 15 ans. Et alors, seulement 1/15 de la serre peut être amorti. Et du même, il a dans la liste des amortissements qu'il accepte, il a dit que le système d'irrigation, c'est sur 6 ans. Et alors, il accepte 340 $ le 6e chaque année. Et dans le compte de l'exploitation que je fais, j'amortis ces proportions selon ce que le fisc me dit. Maintenant, pour le faire simple, on a dit que aussi la longueur de chaque prêt est exactement selon ce que le fisc dit. Ça veut dire, j'ai pris un prêt de 6 ans sur l'irrigation parce que je sais qu'en 6 ans, il faut que j'amortis tout le système et je peux acheter une nouvelle. Ça, c'est la logique économique. Ça veut dire, si le plastique d'irrigation tient seulement 6 ans, alors chaque 6 ans, je devrais acheter un nouveau. Donc, il faut l'amortir pendant 6 ans et après 6 ans, je vais le racheter. Racheter un nouvel système d'irrigation. Et alors, ça, c'est la logique de l'amortissement et la logique aussi de mes paiements. Pour le faire plus simple, on peut compliquer beaucoup. Mais ça, c'est la chose la plus simple que j'ai pu penser pour pouvoir vraiment savoir qu'on met les considérations de l'intérêt et les considérations financières dans le compte de l'exploitation. Bon, alors, Amos, vous êtes prié de poser votre question, s'il vous plaît. Oui, je peux? Oui, s'il vous plaît. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, donc, ma question, ça se rapporte un peu à ce que mon prédécesseur a dit. Alors, je me dis, est-ce que ce n'est pas exprès que vous avez pris un seul produit pour les exemples? Est-ce que c'est conseillé d'embrasser toutes les cultures à la fois? Donc, je me dis que c'est peut-être exprès que vous le faites. Souvent, on a tendance à embrasser tout à la fois. Est-ce que vous pensez que c'est conseillé pour notre projet d'embrasser plusieurs choses à la fois? C'est juste la question que je voudrais poser. Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'au fait, si on a une voiture
aussi on a un outil. Il peut servir pendant toute l'année à plusieurs cultures. Alors, de point de vue opérationnel, c'est très bien. Mais si je veux faire le compte, ça complique mon compte. Et moi, en tant qu'entrepreneur, je veux savoir, est-ce que mon maïs perd de l'argent? Est-ce que le poussin, la petite, il perd de l'argent? Qu'est-ce qui perd de l'argent chez moi? En quoi il faut que moi, je sois plus professionnel et que j'aille pour gagner plus d'argent? Je suis un agribusiness, je suis un businessman et je voudrais savoir quelle est la culture qui me donne le plus d'argent par mon occupation. Alors, je voudrais me concentrer à ce qui me donne plus d'argent. Et pour faire les calculs, il faut se spécialiser. Et il faut, pour faire je ne saurais pas sur quel compte mettre, par exemple, le prêt que j'ai pris. Est-ce qu'il faut charger cette culture ou l'autre culture? À quoi il a contribué? Et alors, si je veux faire un bon calcul, il faut vraiment écrire tous les détails, etc. et se concentrer à ce que nous pensons que moi, en tant qu'entrepreneur, je suis le plus professionnel. Peut-être je suis assez bon comme agriculteur, mais j'ai un touche vert et vraiment avec les cultures maraîchères, je suis un as. Alors, je vais me concentrer dans les cultures maraîchères et dans les cultures maraîchères aussi, je vais me concentrer à la tomate parce que je suis un expert de tomate. Et le chou, c'est plus lentement, il n'a pas besoin de serre, c'est pas aussi intensif et on reçoit beaucoup moins d'argent pour le chou. Et alors, moi, je vais me concentrer, je vais être professionnel dans la tomate. Ça, c'est la logique. Pourquoi faire seulement une seule culture et devenir professionnel en ça? Et d'ailleurs, mais on peut, si on a encore un professionnel dans la famille, on peut l'élargir, mais il faut faire le compte pour chaque culture, c'est très important pour comprendre où est-ce qu'on gagne le plus. Et Bar, s'il vous plaît. T'es chargé là? D'accord, si tu peux charger d'avant, je vais. Oui, Baro, on vous entend, Baro. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oh oui, la dernière fois, la première séance, nous n'avons pas reçu l'exercice. Excusez-moi si je viens un peu en arrière. Nous n'avons pas reçu l'exercice passé par le classroom. Cette fois-ci encore, j'ai pris le tram. Moi, je n'arrivais pas à me connecter. Donc, je suis vraiment déconnectée même du cours du jour. J'aimerais avoir l'exercice, le cours, l'enregistrement du cours et les deux exercices en même temps. C'était ça ma préoccupation. Merci bien. De rien. Si vous avez des demandes spécifiques à vous et ce n'est pas professionnel dans cette session, vous pouvez l'écrire. Tammy ou Lara vont vous répondre, pas de problème. On est très ouvert et on va accepter la plupart de vos demandes. On va Atimi, s'il vous plaît. Oui. Bonjour Odette, bonjour Tammy, bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai accusé quelques minutes de retard. J'ai également suivi de bout en bout le cours. Je suis très content, je vous remercie. Je voudrais juste poser la question par rapport, disons, les priorités au processus de planification. S'il vous plaît. En tant qu'entrepreneur, je me dis que je dois cultiver pour mieux vendre. Est-ce qu'on ne va pas tenir compte des prix de vente de produits par saison? Parce que si je vais vendre les tomates en janvier, ce n'est pas la même chose qu'en décembre ou en octobre. Est-ce que dans les critères de planification, on ne tient pas compte du prix saisonnier? Oui, premièrement, Atimi, c'est bien dit et la question est bien posée. On va parler de ça beaucoup la semaine prochaine, mais pour vous donner un promo maintenant, et il est très intelligent d'essayer de faire la culture maraîchère contre saison. C'est sûr, parce qu'on reçoit beaucoup plus d'argent. Ça, c'est la réponse sur la question quel est votre avantage et si on le compare à d'autres aviculteurs ou à d'autres agriculteurs. Et c'est très important parce qu'on reçoit un autre prix. Et quand on va faire l'analyse
de sensibilité des prix, on va voir que même avec une production un peu plus petite, on va recevoir beaucoup plus d'argent parce que le prix va sauter. Alors ça, on va tenir compte. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amos, s'il vous plaît. Amos Congo. Amos, vous êtes prié à parler. Non. Regarde, unmute again. Bon, pardon. Alors, les séances. Donc, je l'ai. Okay, bravo. הנה, là, הוא מראה... כן, אני לצוק, יש לנו לצוק, יאללה. לצוק. Latsouk, s'il vous plaît. Vous pouvez parler. רגע. אתה פתחת לה. אני מנסה כל הזמן, אני לוחצת כל הזמן, זה לוקח זמן, כאילו אני צריכה 3 פעמים. אני אפתח לו. לא, פתחתי לו, אתה סכום. S'il vous plaît. זה בחורה. Oui, allô? Oui, on vous entend. Voilà, bonjour, je vous remercie. Le cours a été bien assimilé. Maintenant, ma question, je pense que vous n'avez pas quand même... Bon, je n'ai pas bien compris la réponse. C'est par rapport à l'exercice de la session, de la première session. À mon niveau, je pense que les charges liées à la récolte et à l'emballage, on devait quand même appliquer le taux d'intérêt de 1% sur ces charges variables. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? À ce niveau-là, je n'ai pas bien compris. Pourquoi vous ne l'avez pas appliqué? Pourquoi je n'ai pas... J'essaie de répondre et de répéter la question pour savoir si j'ai bien compris. Pourquoi vous n'avez pas appliqué le taux d'intérêt de 1% sur les charges liées à la récolte et à l'emballage? Eh bien, premièrement, et je vais te dire une chose. À l'emballage, quand je fais l'emballage, je suis déjà à 1 ou 2 semaines de recevoir l'argent. Alors, vraiment, c'est presque négligeable. C'est pour ça, d'ailleurs, je n'ai pas appliqué, et sur les 8 mois de croissance de la tomate, on n'applique pas le taux de 1% par mois et sur toute la période, parce que pour la première, deuxième, troisième, quatrième mois, il y a encore 8, 7, 6 et 5 mois jusqu'à ce que je veux payer. Mais pour les derniers mois, le 8e mois, c'est déjà à la fin, je vais recevoir tout l'argent dans une semaine. Et alors, au fait, si je veux voir l'intérêt réel, je prends si on parle de la tomate, parce que je commence à avoir le revenu dès le début. Alors, j'étale le remboursement et peut-être les 2 premiers mois, je rembourse rien, mais dès le 3e, je commence à rembourser. Et alors, effectivement, je n'ai pas 8%, un pourcentage pour toute la somme, pour toute l'époque. Parce qu'à la fin, au 8e et 7e, j'ai déjà une somme beaucoup plus petite. Donc, mathématiquement faisant, je prends toute la période, par exemple 8 mois, je la coupe en 2 et je multiplie par le taux d'intérêt. Alors, au lieu de 8%, 1% pour chaque mois, j'ai 1% pour 4 mois, ça fait 4% seulement du taux. Ça c'est une estimation. Ce n'est pas vraiment calculer l'intérêt par les calculatrices, mais les différences sont très petites. Et au fait, le type, il a dit, j'ai besoin, c'est un budget, c'est une chose qu'il prévoit. C'est pas sur une, c'est pas l'argent qu'il doit payer maintenant. C'est un calcul. Et alors ça, c'est la façon dans laquelle on travaille pour savoir les dimensions de l'intérêt. Okay. Bon, alors... Merci beaucoup. Oui, vous voulez dire une chose? Non, ils ont dit merci. Bon, non, alors... merci. Bon, alors, je voudrais une minute. Je voudrais vous remercier d'être ici. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Et à 4 heures, l'exercice
va être libéré dans le Google Classroom et vous pourriez travailler là-dessus. Ce sera exactement ce que j'ai dit. Et on va mettre cette présentation et dans le Google Classroom aussi, et vous pouvez la revoir. Et vous aurez aussi le link de cette présentation, de cette session, pour voir vraiment en vidéo ce qui se passe. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir.